Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. La science est un domaine qui est en constante évolution. Des talentueux chercheurs passent la majeure partie de leur temps à tenter des expériences utiles à l'avancement de nombreuses branches scientifiques. Et pour ce qui est de ces expériences, certaines d'entre elles sont, bizarres, étonnantes, étranges, bref, je ne sais pas trop. Pour tout vous dire, j'ai même hésité pour le titre de la vidéo. Alors sans plus attendre, c'est parti pour le top 10 des expériences scientifiques étonnantes. En 1999 ou 99, le docteur en neurobiologie Yang Dan de l'université de Berkeley effectue des recherches sur l'activité électrique des cellules nerveuses du thalamus, la région cérébrale qui, dans ses très nombreuses fonctions, sert en quelque sorte de relais qui va transmettre les informations sensorielles entre vos organes et votre cortex cérébral. Et qui dit sensoriel dit aussi la vue. Le docteur fera donc anesthésier un chat, l'installera devant un écran affichant des images avec les yeux maintenus ouverts et lui branchera une série d'électrodes directement sur le thalamus, dont les signaux seront envoyés à un ordinateur. Ce dernier finira par décoder les images vues par le chat et, bien qu'un peu flou, cela reste un début très prometteur et sans doute très utile dans la recherche des soins de personnes malvoyantes. On reste dans le cerveau, mais on fait un bond en arrière jusque dans les années 60. Le neurophysiologiste José Delgado fait partie des pionniers dans la recherche et développement d'implants cérébraux, dont certains peu spéciaux qu'on appellera des stimos-sievers. C'est comme un implant cérébral classique, sauf qu'il est contrôlable à distance. Il démontrera son efficacité en 1963 en pleine corrida. Il sera face à un taureau à qui il aura bien sûr pris soin de greffer un de ces fameux stimos-sievers. Il provoquera l'animal qui le chargera et stoppera net devant José Delgado qui venait au même moment d'appuyer sur les boutons de sa télécommande de contrôle de l'implant cérébral. Cette expérience a influencé de nombreux scientifiques et leurs travaux sur la maladie de Parkinson et la schizophrénie. Le psychologue Stanley Milgram a réalisé une série d'expériences sociales qui tenaient à démontrer jusqu'à quel point une personne pouvait aller à l'encontre de ses principes et obéir à un ordre. L'une de ces expériences consistait à réunir 3 personnes, un élève, un expérimentateur et un enseignant. Pour faire bref, l'élève et l'expérimentateur sont des acteurs, il n'y a que l'enseignant qui est le réel sujet de l'expérience. Son rôle était d'apprendre des suites de mots à l'élève qui devait ensuite répéter. En cas d'erreur, il était tenu à lui envoyer une décharge électrique de plus en plus forte au fur et à mesure de la répétition des erreurs. La 3e personne, l'expérimentateur, n'est là que pour faire continuer l'expérience malgré les cris de douleur de l'élève. Les résultats de cette expérience font froid dans le dos. Il y a eu jusqu'à 65% des sujets enseignants qui ont été jusqu'à infliger une prétendue décharge électrique dangereuse pour la vie de l'élève, et simplement parce qu'on lui demandait de le faire. Et attendez la suite, on n'a pas fini de parler de la relation de l'humain avec l'autorité. Je ne sais pas si c'est le Cerbère que je présente dans ma vidéo sur les créatures mythologiques et légendaires qui lui a donné l'idée, mais ce qui est certain, c'est que le scientifique russe Vladimir Demikov est un spécialiste et un pionnier dans le domaine de la transplantation d'organes. Il ira jusqu'à greffer une partie de petit chien allant de la tête jusqu'aux épaules, y compris les pattes avant, sur la partie supérieure du cou d'un autre chien plus grand. Hormis le fait que chaque partie de chien possédait son propre cerveau, pour le reste, il se partageait tous les autres organes vitaux. Et très vite, le chien bicéphale montrera des signes d'infection et mourra peu de temps après. Demikov n'en restera pas là et répétera l'expérience une 20aine de fois dans le but d'en apprendre plus sur les transplantations de cœur et de poumons. Dans la vie, il y a des personnes qui ne manquent pas de moyens de prouver aux autres l'une de leurs idées. Et c'est le cas de Stu Winfors, un jeune étudiant en médecine de Philadelphie. Quelques années avant le commencement de ses études, la ville a subi une épidémie de fièvre jaune qui ne fera pas moins de 5000 victimes. Le jeune futur médecin décide alors d'étudier la maladie. Après avoir constaté que la fièvre jaune avait frappé en été et avait complètement disparu en hiver, il en a déduit que ce n'était pas une maladie contagieuse. La communauté scientifique est sceptique face à ces déclarations et en guise de preuve, il décidera tout simplement de se faire des entailles dans les bras et de les tartiner de vomi infectés par le virus de la fièvre jaune. Et comme si ça ne suffisait pas, il ira jusqu'à s'en mettre dans les yeux, ou alors d'en faire une bonne cuisson et de respirer les vapeurs, ou encore de s'enduire le corps à l'aide d'autres fluides corporels tels que la salive, l'urine ou le sang. À l'époque, et malgré toutes ces démonstrations, on rejeta tout de même sa théorie en avançant que les échantillons de fluide étaient trop vieux et donc s'étaient décontaminés avec le temps. Ça ne sera que 61 ans après le décès de First qu'un médecin prouvera que la fièvre jaune n'est contagieuse que par le sang véhiculé par les moustiques.
L'expérience de Milgram citée en numéro 8 n'a pas mis tout le monde d'accord. Et c'était le cas de Charles Sheridan et Richard King qui ont mis en doute l'efficacité de l'expérience en avançant que le sujet enseignant aurait pu se rendre compte de l'imposture, et donc de faire semblant d'aller jusqu'au bout des fausses décharges électriques. Et c'est pourquoi Sheridan et King décident de tenter à leur tour l'expérience, sauf que les décharges électriques seront bien réelles cette fois, et qu'il n'y aura pas d'acteur à la place de l'élève, mais un mignon petit chiot qui devait réagir d'une certaine façon en fonction d'une situation simple, et dans le cas où il se tromperait, se ramasserait lui aussi des décharges de plus en plus fortes. N'importe qui avec un minimum de cœur s'attendrait à ce que les participants ne donnent aucune décharge, eh bien non. La moitié des hommes et la totalité des femmes ont été jusqu'au bout de la torture sur le pauvre petit animal, juste parce qu'on le leur demandait. Le psychologue américain Winthrop Kellogg a étudié le comportement de plusieurs espèces, dont l'être humain et le singe. Selon plusieurs récits d'enfants humains élevés par des animaux, ces derniers auraient eu tendance à se comporter comme leurs parents adoptifs, et en auraient oublié presque toute leur humanité. Le psychologue se demandait à l'inverse si un jeune singe était élevé comme un humain, est-ce qu'il adopterait un comportement proche du nôtre, voire adopter ou imiter la faculté de parler. Il a pu constater avec le temps que le singe pouvait très facilement apprendre, ou plutôt imiter, le comportement d'un humain dans sa façon de manger, de se déplacer ou d'autres tâches simples du quotidien. Et pour ce qui est de la parole, ce fut un échec, mais pas total. Au terme de l'expérience et avec de grandes difficultés d'élocution, le singe était tout de même capable de prononcer 4 mots, ce qui est tout de même très impressionnant. Du côté russe, le biologiste Ilya Ivanovitch Ivanov est un spécialiste dans 2 domaines. Le premier est l'insémination artificielle, qui est le fait de placer dans l'utérus des spermatozoïdes et ainsi provoquer la grossesse du spécimen femelle. Sa seconde spécialité est de créer des hybrides de 2 espèces animales différentes. D'ailleurs, un de ses projets fut de créer une créature mi-homme, mi-singe. La technique sera la même que pour une insémination standard, il collectera des spermatozoïdes humains et tentera de les placer dans l'utérus de femelles chimpanzés, mais sans résultat positif. Il ne baisse pas les bras et décide d'inverser les rôles, il fera appel à des femmes humaines cette fois pour se faire féconder par du sperme d'orang-outan. Malheureusement, le dernier spécimen mâle mourra avant l'expérience, et pourtant il ne manquait pas de volontaires humaines. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour faire avancer la science ? Toujours en Russie, dans les années 20, le scientifique Sergei Brukhonenko met au point un dispositif médical qu'il appellera l'autojector. Sa fonction sera de pouvoir remplacer le cœur et les poumons. Afin de prouver son efficacité, Brukhonenko utilisera des têtes de chiens fraîchement ôtées de leur corps. Celles-ci seront directement branchées sur l'autojector et seront ainsi maintenues en vie. Et là, à grande surprise, les têtes seront réactives au contact, au goût et même au son. Bien que l'expérience puisse paraître dure et cruelle, c'est en partie grâce à elle qu'aujourd'hui nous disposons de machines permettant à des malades ou des victimes d'accidents de pouvoir respirer ou d'avoir une circulation sanguine correcte, dans le cas où les poumons ou le cœur ne sauraient plus assurer leur fonction. Robert White était un neurochirurgien américain. De son vivant, dans les années 70 ou 70, le scientifique a tenté de nombreuses expériences de transplantation, dont celle de greffer la tête d'un singe sur un corps qui n'est pas le sien. Les premiers essais furent désastreux, il aura fallu de nombreuses victimes animales pour que Robert White réussisse une transplantation viable d'une tête de singe sur un autre corps. La tête fonctionnait parfaitement, mais les dommages causés par l'amputation de la moelle épinière ont fait que la tête était incapable de contrôler son nouveau corps étant donné l'incapacité de réparer les nerfs utiles à cette fonction. Selon White lui-même, le but de cette expérience était la recherche de solutions visant à sauver des patients de leur maladie n'affectant pas la tête, même si je trouve la solution de carrément remplacer le corps entier un peu radicale. Le scientifique est mort en 2010 à l'âge de 84 ans. Et cette vidéo touche à sa fin les amis, j'espère que vous avez tenu le choc de certaines expériences. Moi je vous avoue que sur certains points les recherches n'ont pas été faciles. D'un niveau purement sentimental envers les animaux, même si je suis conscient du fait que la science doit progresser. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à titiller le pouce bleu, partager et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h précise pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous les amis, ciao.